Voile de légende, du 10 au 13 juillet à Dunkerque, 4 jours festifs et maritimes à l'occasion de la deuxième étape de la plus célèbre course des grands voiliers écoles du monde. Thomas Rousset, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur opérationnel au sein de la ville de Dunkerque et de la communauté urbaine de la communication et vous êtes en première ligne donc sur cet événement. D'abord, vous êtes prêt ? Je suis prêt, et aussi bien pour accueillir les bateaux que pour répondre à vos questions. Que va-t-il se passer concrètement du 10 au 13 juillet dans la cité de Jean-Bart ? Beaucoup de choses. D'abord, c'est un événement qui va accueillir près de 50 voiliers de toute envergure. On aura des bateaux qui font une quinzaine de mètres, mais on ira jusqu'à plus de 110 mètres. Donc c'est un rassemblement tout à fait exceptionnel, à la fois par le volume de bateaux qui l'attire et par la nature des bateaux qui seront représentés. Et puis, on a l'intention de bien faire vivre les gens sur le territoire de Dunkerque avec beaucoup d'événements. Tout sera gratuit, des spectacles, des animations, des concerts, de la visite de navires. Voilà, je pense qu'on a quelque chose qui sera de nature à attirer énormément de monde. À qui ça s'adresse ? Est-ce qu'il faut être un voileux dans l'âme ou est-ce qu'il faut avoir déjà pris la mer pour venir ? Absolument pas. C'est plutôt le plaisir de se balader en bord de mer et de voir des jolis éléments de patrimoine parce que chacun de ces navires sera un élément de patrimoine. Le plus ancien, c'est le Belém, qui est quand même de 1896. Et donc, il faut simplement, je pense, apprécier l'air marin. Il ne faut pas avoir peur puisque on sera à quai et sur des bateaux qui seront amarrés, il n'y a pas le roulis, il n'y a pas le phénomène de mal de mer, et on profitera bien sûr de l'ambiance dunkerquoise, la chaleur d'accueil des Dunkerquois, la capacité qu'on a à intégrer des gens qui viennent de l'extérieur. Vous avez cité le Belém, il y aura donc, vous l'avez dit, plus de 40 voiliers d'exception, 2000 marins, mais faites-nous tout de même rêver avec peut-être d'autres voiliers, même si Jack Sparrow ne sera pas là avec le Black Pearl, on va retrouver des bateaux assez hallucinants. Par exemple, j'ai vu que le Norvégien Christian Radich, 73 mètres de long, plus de 1200 mètres carrés de voilure. Le 3-mât polonais, alors son nom... Le Darmodiesi. Voilà, c'est 3000 mètres carrés de voile, ça paraît juste fou, hallucinant. C'est l'un des plus grands, je crois. C'est le plus grand que l'on accueillera sur cette édition, effectivement. Il fait 110 mètres et il a plus de 100 équipiers. C'est difficile à s'imaginer, ces grands voiliers. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, d'abord, il y a une dimension vraiment majestueuse. C'est tout l'imaginaire de la voile et du maritime qui vient avec eux, le voyage, l'ouverture sur l'international, les autres, l'ouverture à d'autres cultures. On a aussi énormément de dimensions très artisanales. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de métalleries qui ont été faites à la main. Et donc, il y a aussi cette dimension très patrimoniale, très importante que je citais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la chose qu'on voulait mettre en valeur aussi, au-delà de la dimension maritime et de l'identité que Dunkerque souhaite partager avec le monde entier. Alors, le programme est très chargé, du 10 au 13 juillet, c'est 4 jours, mais qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Quels sont les grands temps forts, par exemple ? Alors, d'abord, il faut noter que sur les 4 jours, la visite à bord des bateaux sera possible et gratuitement. Chacun pourra monter à bord des bateaux, visiter gratuitement. On a plusieurs temps forts. Évidemment, il y a une ouverture qui va être intéressante dès le jeudi 10 à 10h. Ce jour-là, on est sur quelque chose d'assez classique. Les gens peuvent visiter, profiter de différentes animations sur 6 villages différents qui auront des thématiques particulières où vous pourrez goûter évidemment des concerts, mais parfois des démonstrations en lien avec par exemple la charpente maritime qui est proposée par une association de Gravelines qu'on accueille sur un des villages. Il y aura une exposition du ministère de la Mer sur la protection des milieux et des environnements océaniques. Et puis ensuite, les 11, 12 et 13, on est sur des choses un petit peu plus festives et un petit peu plus à consommer en termes de spectateurs. Par exemple, le 11, il y a la parade des marins, c'est-à-dire que les 2000 marins dont vous parliez tout à l'heure vont défiler à travers la ville avec les équipes. Qui sont ces marins ? Ils viennent d'où ? Alors, on a à la fois des cadets, parce que plusieurs des bateaux qu'on accueille, ce sont des bateaux voiliers écoles de marine militaire de différents pays. Donc, on peut avoir des cadets qui ont vocation à devenir... Quand on dit voilier école, ça veut dire... Alors, ça veut dire que tout simplement, on accueille des jeunes qui ont fait le choix de devenir marins sur la marine militaire de leur pays et qui sont formés sur ces voiliers. Donc, on a toute une partie du public de ces matelots qui est comme ça des futurs marins au long cours. Et puis, on a des jeunes qui sont envoyés par les différentes villes-étapes, comme Dunkerque, qui envoient certains de leurs jeunes, qui peuvent être des jeunes en formation professionnelle, des jeunes qui sont simplement... Ça veut dire que Dunkerque a envoyé des matelots sur les bateaux ? Exactement. On a 200 jeunes Dunkerquois, dont le séjour est intégralement pris en charge par la communauté urbaine, qui ont été sélectionnés sur la base de leur candidature et qui peuvent être, comme je vous disais, soit en recherche d'emploi. On a même quelques jeunes qui sont encadrés par un foyer de jeunes adultes handicapés qui vont monter à bord. On a des jeunes qui s'inscrivent juste dans le fait de découvrir une expérience extraordinaire, une espèce de colonie de vacances format géant et exceptionnelle.
exceptionnels. Donc c'est des profils très variés qui viennent un petit peu de partout sur notre territoire. Combien de personnes vous attendez? Alors, les chiffres qu'on a des étapes des autres années disent entre 600 et 800 000 visiteurs sur 4 jours. Donc c'est considérable, évidemment. Vous pouvez accueillir tout ça? Vous êtes prêts? On est en capacité de le faire. Il y a une organisation qui est prévue pour qu'on puisse fluidifier les circulations, pour que les gens trouvent effectivement à manger, qu'il y ait des espaces de repos, qu'il y ait du divertissement pour tout le monde. Ça sera un vrai challenge pour Dunkerque, on ne va pas se le cacher. C'est sans doute le plus gros événement que Dunkerque accueillera depuis l'après-guerre. The Tall Ship Races, c'est quand même ce dont on parle, c'est une course, hein. Même si course c'est plus un peu à la course des voitures anciennes, comme on imagine bien, des rallyes un peu, c'est pas la course qui aura lieu, d'ailleurs la course des Caps qui va bientôt avoir lieu, c'est une course, mais c'est pas tant une course qu'une école, on a l'impression à vous écouter, une pédagogie, une vitrine de la voile. Exactement, c'est vraiment la philosophie de cette course. Alors d'abord, il faut savoir qu'elle est portée par un organisme international caritatif qui s'appelle Sail Training International, dont la vocation est de générer comme ça des découvertes pour les jeunes et des expériences entre différentes nationalités et différentes cultures. C'est le brassage à bord des bateaux, ça fait partie de la philosophie de la course. Et c'est pourquoi Dunkerque finalement l'accueille? Parce qu'on est exactement dans la même optique sur le territoire dunkerquois. On a toujours été un territoire ouvert sur la mer, on est un territoire frontalier, donc on accueille des Belges, des Anglais régulièrement, et on a envie comme ça que nos jeunes puissent participer à cette découverte d'autres cultures. Donc la philosophie, c'est à la fois de faire vivre une expérience particulière, et en même temps d'être dans l'ouverture aux autres, le fait de comprendre qu'il existe d'autres cultures, de les accepter et de les embrasser. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est l'un des plus grands événements depuis pas mal de décennies en termes d'attractivité sur le Dunkerquois, et vous êtes prêts? Vous savez, à Dunkerque, on compte en bande de Dunkerque. Et ben, la bande de Dunkerque, cette année, a fait 80 000 visiteurs sur une journée. Là, on s'apprête à faire 10 bandes de Dunkerque en 4 jours. Voilà, 800 000 visiteurs, ça ferait à peu près ça. Oui, on est prêt. Vous êtes prêts. Est-ce que la jeunesse, tout de même, parle encore la voile, vibre encore pour ce monde de la mer? Oui, alors on a des écoles de voile qui montrent qu'ils sont plutôt bien fréquentées, grâce notamment au lien avec les écoles classiques, c'est-à-dire que l'éducation nationale forme ou emmène ses élèves. Vous voulez dire que nous, quand on va à la piscine dans les terres, là-bas en bord de mer, eh bien les élèves vont faire de la voile? Ils vont plutôt faire de la voile, effectivement, c'est plus facile pour nous. On a un organisme qui s'appelle le Syndicat des Dunes de Flandre qui propose des découvertes de la voile. Alors sur des tout petits optimistes, des tout petits voiliers, d'ailleurs il y a des sorties en mer et il y a des sorties dans les bassins du port qui sont un petit peu plus tranquilles, mais juste pour apprendre à manœuvrer. Donc on a un certain nombre de Dunkerquois qui sont comme ça futurs matelots. D'ailleurs, on a une figure emblématique à Dunkerque qui est parrain de la manifestation, c'est Thomas Ruyant, qui est vainqueur de la Route du Rhum et qui a été formé à la voile à Dunkerque, qui est originaire de Saint-Paul-sur-Mer, dans notre agglomération. Comment vous l'avez convaincu à devenir le parrain? Ça n'a pas été compliqué. C'est quelqu'un qui à la fois est attaché au territoire et qui est attaché à la voile. Quand on lui a expliqué qu'on avait l'ambition de réunir les deux, c'est-à-dire de faire de la voile un événement exceptionnel sur le territoire, il a signé tout de suite. Vraiment, ça a été très simple. Et il sera là? Il sera là le 10 de manière garantie, puisqu'il sera à l'ouverture de notre manifestation, et il va prolonger le plus possible en fonction de ses obligations avec son bateau IMOCA. Au-delà du spectaculaire, du show, du gigantisme, peut-être même du folklore, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces gréments? Alors, il y a une belle image de résilience, un peu comme Dunkerque, c'est-à-dire c'est des bateaux qui, naturellement, comme ils ont un certain âge, ils ont navigué, ils ont pour certains fait plusieurs tours du monde, ils ont quand même subi des tempêtes, ils ont dû parfois subir des avaries et ils se sont toujours relevés et aujourd'hui encore ils naviguent. Donc il y a une forme à la fois, je disais tout à l'heure, de poésie et puis de voyage à l'aventure, mais c'est aussi une belle leçon on peut toujours réparer, on peut toujours repartir, on peut toujours reconstruire. Voilà. Et ça, ça fait partie de l'identité dunkerquoise, cette résilience et ce rebond. L'invité d'RCF Hauts-de-France à l'occasion de Voile de légende qui se tient du 10 au 13 juillet à Dunkerque, 4 jours festifs et maritimes, dont RCF d'ailleurs est partenaire. Et bien l'invité est Thomas Rousset, directeur opérationnel au sein de la ville de Dunkerque et de la communauté urbaine de la communication. Une interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et en intégralité sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. J'ai oublié de vous demander combien ça coûte pour les participants, par exemple. Alors, les visiteurs sont accueillis tout à fait gratuitement et chacun des élèves, enfin des jeunes dont on parlait tout à l'heure, n'a rien à débourser. Les 200 jeunes dunkerquois qui embarquent, les frais sont intégralement pris en charge par la communauté urbaine de Dunkerque ou par certaines entreprises partenaires de la manifestation et qui sont elles aussi du territoire dunkerquois. Et justement, pour la ville, la communauté d'agglomération, combien ça coûte? Alors, pour chaque élève, il faut débourser 1 500 €, voyage et équipement compris, parce que quand ils montent à bord d'un voilier, il y a des équipements spécifiques à prévoir, des vêtements particuliers pour les protéger du froid, de l'humidité, des chaussures particulières, des couvertures, des gants, etc. Tout est pris en charge. Parce qu'on a oublié de le préciser, ces voiliers arriveront donc du Havre et partiront ensuite direction le nord.
effectivement, la Tall Ship Races, c'est cette année en tout cas une étape du Havre à Dunkerque, puis de Dunkerque à Aberdeen en Écosse. Et nos matelots à nous embarqueront soit au Havre, soit à Dunkerque pour se rendre en Écosse. L'ouverture au monde que représentent finalement ces géants de la mer, ces voiliers, n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui, l'ouverture au monde. Or, ces voiliers, ils en sont donc l'illustration. Est-ce qu'ils ne sont pas anachroniques finalement, ces bâtiments d'exception? Moi, je trouve pas du tout, et je pense que Dunkerque le démontre bien. On est convaincu en tant que Dunkerquois que cette ouverture sur le monde, la capacité à accueillir les autres, elle est fondamentale pour faire société, pour vivre ensemble. Je pense que tout le programme qui est inscrit au sein de la communauté urbaine, qu'on appelle Odyssée, qui permet, en dehors de cette course-là, à tout gamin d'aller quelque part en Europe, de passer 2-3 jours pour un séjour de découverte, démontre bien à quel point on est convaincu qu'il n'y a pas d'anachronisme dans le fait de s'ouvrir aux autres. Et il n'y a certainement pas de danger. Au contraire, on serait sans doute bien plus en paix sur notre planète si tout le monde avait cet esprit d'ouverture. Mais vous entendez, quand on entend les infos aussi, en permanence, il y a des départs vers justement le nord. C'est dans ce sens-là aussi que ça peut paraître un peu décalé. Oui, alors moi je plaide pour que ces jeunes et puis nos habitants soient particulièrement ouverts, quelle que soit l'origine des personnes que l'on croise. Il y a effectivement un brassage important à Dunkerque du fait de son positionnement, du fait d'une problématique migratoire, mais on est toujours à Dunkerque fidèle à cette image d'accueil et de résilience. Comment vous appréhendez, vous, ces festivités, puisque tout de même c'est la première fois d'une telle ampleur? Alors, évidemment, il y a un peu d'inquiétude, parce que personne dans notre collectivité, parmi les organisateurs, n'a jamais vécu ça sur notre territoire. En même temps, il y a beaucoup de fierté. Bon, on est assez confiant, on s'est entouré des conseils de spécialistes, de gens qui sont des spécialistes de cette organisation. La STI, qui est l'organisme qui porte la voile, nous a permis de rencontrer d'autres villes qui avaient eu cette expérience. Donc, c'est énormément de travaux logistiques. Les équipes de la ville et de la communauté urbaine sont à pied d'œuvre. On a énormément de collègues qui vont travailler jour et nuit pour que ça se passe bien, pour collecter les déchets, pour installer les barrières, pour nettoyer les différents espaces publics. Mais voilà, on est très fiers de pouvoir accueillir cet événement et on est serein sur le fait que une nouvelle fois, on va relever le défi. Alors justement, vous parlez des choses aussi pratiques. Ceux qui nous écoutent se disent, tiens, entre le 10 et le 13, effectivement, on va peut-être le noter dans le calendrier, dans l'agenda. Alors on peut aller voir sur Voile de Légende, voile au pluriel, hein, voiledelégende.fr pour avoir plus d'infos. Mais c'est quoi vos conseils pratiques? Est-ce qu'il faut venir tôt? Est-ce qu'il faut venir tard? Est-ce qu'il faut prendre un pique-nique? Est-ce qu'on vient en bus, en train? Quels sont-ils? D'abord, notons et souvenons-nous que le bus à Dunkerque est gratuit. Et donc, vouloir venir jusqu'à un parking qui serait tout proche de l'événement, c'est une erreur. Vu le monde, il vaut mieux se stationner à la périphérie de Dunkerque si on vient en voiture et terminer en bus. Les bus sont sur des moyennes décadencements de toutes les 6 minutes à Dunkerque pour arriver à l'événement, donc c'est très rapide. Et le mieux, notamment pour les gens qui habitent la région lilloise, c'est de venir en train, parce que la gare de Dunkerque est à 5 minutes à pied du cœur de l'événement. Donc c'est vraiment le bon plan, il n'y aura aucun effort à faire. Ça vous met aussi à un jet de pierre du centre-ville si vous voulez faire un petit tour au pied de Jean Bart. Ça vous met à 10-15 minutes à pied de la plage de Malo. Donc vraiment, le bon plan, c'est de ne pas venir en voiture. Ça, c'est une certitude. Alors ça, c'est pour se déplacer, pour venir. Et ensuite, maintenant, pour faire son programme, pour choisir. Alors, d'abord, à l'entrée du site, vous trouverez les renseignements sur le programme de la journée, si vous venez un petit peu plus sur un coup de tête. Sinon, le site Voile de Légende comporte toutes les informations. Moi, j'attire l'attention sur 2 événements un petit peu festifs et particuliers que nous proposons. Le vendredi soir, à 23h, on programme un grand spectacle sur rideau d'eau dans le bassin du commerce. Quelque chose d'assez spectaculaire puisque notre écran fera 130 mètres de long. Et le lendemain, on a un spectacle de drone dans les airs de Dunkerque, le samedi 12 à 23h, donc qui retracera un petit peu l'histoire de Dunkerque et son lien à la mer. Donc on parlera forcément du carnaval et de la pêche à Islande, on parlera de Jean Bart. C'est quelque chose qui témoignera vraiment de pourquoi Dunkerque finalement est naturellement une terre d'accueil de cette Tall Ship Race. À propos de terre d'accueil, si je suis en fauteuil, si je suis un grand-parent avec un petit enfant, si je suis une maman avec une poussette... Alors, cet événement a été vraiment travaillé pour que l'inclusion et l'accès des personnes handicapées, quel que soit le handicap dont elles souffrent, soient pris en compte. On a à la fois un espace qui est intégralement de plein pied, il n'y a pas de marche. On a prévu des visites de bateaux pour des personnes qui auraient besoin de tranquillité avant l'ouverture en public entre 8h30 et 10h. On a des salles de change qui sont prévues pour que les adultes ou les enfants handicapés puissent se changer calmement à l'abri du public. Vraiment, on a fait tout ce qui pouvait être pour que l'inclusion soit au rendez-vous et que chacun puisse visiter ses bateaux. En tout cas, on vous souhaite que ça se passe comme vous l'annoncez, puisqu'effectivement, l'imprévu est toujours possible, hein, toujours imaginable. En termes de météo, on attend quoi? Il fait toujours beau à Dunkerque. Je ne sais même pas pourquoi vous posez la question, Michel. Thomas Rousset, il y a 10 ans, vous étiez en Franche-Comté. Oui.
toujours dans le même secteur. Avant cela, vous êtes passé par la Haute-Marne, mais en fait, donc, vous êtes un régional, hein, puisque vous êtes du Pas-de-Calais, vous êtes même passé par l'IEP de Lille. Vous n'êtes pas vraiment un marin. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette relation à la mer? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment elle vous façonne dunkerquois désormais? D'abord, c'est un retour aux racines parce que, oui, je suis du Pas-de-Calais, mais mes parents étaient dunkerquois, donc c'est quelque chose qui boucle un peu l'histoire familiale. La relation à la mer, c'est amusant parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait. Moi, j'étais plutôt, quand j'étais dans ma période en Franche-Comté, j'étais très montagnard et j'aimais bien les paysages de montagne, du Jura, des Alpes, etc. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a un pouvoir apaisant et en même temps, un pouvoir à générer de l'imaginaire, le fait de se mettre sur la plage de Malo-les-Bains, les pieds dans le sable avec les vagues qui viennent vous caresser les chevilles et de regarder à l'horizon. L'esprit divague gentiment et puis vous perdez dans vos pensées et souvent il y a des choses positives qui sortent. Vous êtes plutôt dans un mood qui va vous mettre un petit peu d'optimisme et puis de positivisme à l'esprit. Enfin, on n'est pas sur la Côte d'Azur et si on jette un œil à gauche ou à droite, on a des cheminées. Je vous garde ces propos, Michel. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que le territoire dunkerquois mêle à la fois une magnifique plage et puis les usines. Ça fait partie de son ADN. Et aujourd'hui, en plus, on est engagé dans un processus de décarbonation très avancé. Nos usines, certes, fument encore un peu noir aujourd'hui, mais de moins en moins. Demain, elles ne fumeront plus. On est sur une démarche très avancée dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de problème majeur avec ça. Et encore une fois, la mer, elle est aussi utile à notre industrie. Donc, c'est naturel. Et la mer est naturellement dunkerquoise ou les Dunkerquois sont naturellement des marins. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans ce studio, Thomas Rousset. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication au sein de cette ville de Dunkerque et au sein de la communauté urbaine. Une chose, c'est porté par la communauté, par la ville, par... C'est la communauté urbaine qui a donc été l'interlocuteur de STI pour faire venir la course. Évidemment, les services municipaux sont pleinement mobilisés parce que sur le terrain, ils sont un petit peu plus agiles que ne le sont les services communautaires. Voilà, on travaille main dans la main. Eh bien, merci d'être venu en direct répondre à ces questions sur RCF Hauts-de-France. L'entretien va être donc à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.